La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'un phénomène météorologique qui se fait de plus en plus ressentir. Il s'agit d'un vent chaud et sec, communément appelé l'harmattan, et qui se fait ressentir en matinée comme en soirée. Attention, nous vous proposons de rester bien couvert et pour les lèvres sèches, optez pour un baume à lèvres ou un menthol. Dans l'ensemble, le temps sera calme dans la majeure partie du pays, avec possibilité de pluie vers la frontière au sud et à l'est Cameroun. Pour les détails, l'ouest Cameroun en premier, le ciel est éclairé dans toutes les villes, les températures sont agréables dans la nuit et plus fraîches en matinée. Ensuite, dans la région de l'est Cameroun, la nuit sera agréable, mais la matinée sera très fraîche. Vous pourrez le constater, Berthois sera à 17 degrés. Nous terminons avec le nord Cameroun, c'est toujours un temps sec, avec un ciel illuminé par la lune et un vent très présent. En image, vous avez le célèbre barrage de Lac d'Eau dans la région du Nord Cameroun. Excellente soirée. Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce mercredi, préparatif du CHAN 2020 et de la CAN 2021, l'entrée en jeu du Premier ministre, chef du gouvernement. Joseph Dione Ngouté s'est rendu au complexe de Japoma, au stade de la réunification et au stade de Mbapé-Lépé, au terme d'une visite à Douala, instruite par le chef de l'État. Détail avec Jean-Pierre Nzana dans quelques instants. À l'est du pays, drame sur la route, 2 militaires morts dans un choc frontal entre un camion de l'armée et un transporteur de bétail à 15 km de Berthois. Les forces de défense étaient en route pour une mission du processus électoral. Récit de la tragédie par nos confrères de CRTV Est. Port autonome de Douala, la régie du terminal à conteneurs largue les amarres pour la 2e année. Après des performances honorables en 2019, la jeune structure doit survivre avec des équipements hérités de l'ancien concessionnaire. Voilà pour les titres. Le Cameroun peut s'enorgueillir de disposer d'un stade aux normes FIFA. Il s'agit précisément du stade de Japoma. L'affirmation est du Premier ministre et chef du gouvernement. Joseph Dione Ngouté visitait ce mercredi à Douala les chantiers des infrastructures sportives du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Notre reporter Jean-Pierre Nzana l'a suivi dans ce tour du propriétaire. Voici son compte rendu. Si le CHAN 2020 et la CAN 2021 devaient se jouer demain même, le site de Douala ne ferait guère grise mine. Bien au contraire. En effet, la majesté du complexe sportif de Japoma, la cure de jouvence subie par le stade de la réunification et les habits neufs du stade Mbapé-Lépé renseignent à suffisance que le Cameroun, son peuple et ses dirigeants sont pratiquement prêts pour offrir au monde l'une des plus belles fêtes du football continental, amateur et professionnel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, sur très hautes instructions du chef de l'État, a fait le déplacement de la capitale économique pour toucher de ses propres pieds, pour ainsi dire, le gazon des antres de Japoma, Bepanda et Aqua. Au complexe de Japoma, dont les 50 000 sièges s'impatientent d'accueillir les invités de la fête par exemple, la netteté du gazon, la magnificence des tribunes et le luxe des structures internes, comme les vestiaires et les salles de conférence, traduisent clairement l'ambition du pays, celle de disposer des infrastructures de classe internationale. Je crois que je suis comblé par ce que je viens de voir ici au stade de Japoma. C'est en dessous de mes attentes. Vraiment, c'est impressionnant. Tout est presque fait. Il manque des touches de finition ici et là. Moi, je crois que ce stade, c'est un stade au niveau mondial, je peux le dire. Parce que j'ai visité d'autres pays. Leur stade, même les plus évolués, ne dépasse pas ce que je vois ici. Quant aux voies d'accès, là aussi, ça roule déjà pour le plus grand bien des riverains. Autant le dire, à la suite du Premier ministre chef du gouvernement, vivement la fête. Ce n'est d'ailleurs plus qu'une question de temps.
Et ces nouvelles infrastructures sportives font déjà le bonheur des populations. Les quartiers Japoma et Bepanda, par exemple, qui abritent ces constructions, ont changé pratiquement leur visage. Beaucoup d'améliorations dans le quotidien des populations. C'est ce que nous raconte Aboubakar Abo de CRTV Douala. C'est un rêve éveillé que vivent les habitants de Japoma. Le quartier souffre des abus neufs. La construction du stade éponyme a, comme pour ainsi dire, ouvert les portes au développement. Le secteur a changé, non? Même le terrain qui était d'abord moins cher ici, là. Les terrains sont devenus chers ici, là. Le quartier a changé. Le développement, tu vois, tout le monde est fier, c'est bien. Parce que quand tu regardes par rapport à avant, c'était une brousse, c'était la forêt, comme on dit. Avant, les gens faisaient la chasse ici. Quand le stade arrive quelque part, le développement suit un peu comme vous constatez. Tout est en train de pousser tout à coup. Les bâtiments neufs, l'éclairage public et de nouveaux commerces viennent embellir le décor, impactant le quotidien des populations. Nous avons vu les choses arriver plus tôt. On s'est positionné tout rapidement. Question de recevoir tous ceux qui vont venir de l'extérieur pour la CAN. C'est un peu ça. Cet air de changement, on le respire aussi à Bepanda. Le stade de la réunification New Look a impulsé la réhabilitation des routes. Cauchemar désormais lointain. Je me sens à l'aise quand je sors comme ça, je vois vraiment le stade qui est déjà construit comme ça, donc je suis fier. Avant même pour rentrer dans les quartiers, on a tout un tas de problèmes avec la poussière maintenant, avec cet stade, le goudron, ça vous a beaucoup apporté. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Douala est en chantier. Les habitants déambulent sur les nouvelles voies en admirant la transformation palpable des différents quartiers. C'est pratiquement tout l'arrondissement de Douala 5e qui est en chantier. La CAN, c'est pour 2 semaines. Après la CAN, la route nous reviendra. La CAN ne partira pas avec nos routes. Les routes nous reviendront. Ainsi va la cité sur les berges du Vouri, à quelques semaines du coup d'envoi du CHAN, dont l'organisation a déjà remporté la victoire de l'amélioration du bien-être des populations. 2 morts et 8 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu ce matin à Kaigama, à 15 km de Bertoua. Un véhicule transportant du bétail a violemment percuté un camion militaire en route pour la sécurisation du processus électoral. Le récit de la tragédie avec Victorine Beguel de CRTV Bertoua. Ambiance lourde ce matin au lieu dit Kaigama. Nous sommes à 15 km de la ville de Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est. 2 éléments du 12e bataillon d'appui sont violemment arrachés à la vie sous le regard impuissant de leurs frères d'armes. Les caporaux Wemela et Théodore Royan, qui tombent les armes à main, étaient impliqués dans la sécurisation des bureaux de vote dans le département du Oignon, région de l'Est. Leur véhicule, le 2e d'un convoi de 3 à destination d'Ambomba, a été percuté par un camion qui transportait le bétail. Un doigt accusateur est pointé sur le camionneur. Selon les témoins, aurait effectué une mauvaise manœuvre. Aux côtés des militaires, les populations mobilisées au lieu du drame ont apporté leur soutien aux blessés. Une action qui consolide le lien armée-nation, tant souhaité par le chef des armées. Le général de brigade Joseph Nouma, commandant la 12e brigade d'infanterie motorisée, est allé au chevet des blessés pour leur apporter le soutien nécessaire et le réconfort de sa hiérarchie. Nous avons fait depuis leur arrivée un état de 8 blessés, dont 4 qui sont dans un état léger et puis 4 couchés. Parmi les 4, nous avons un traumatisme crânien et nous pensons pour l'instant que le pronostic vital n'est pas encore engagé puisque tous les blessés sont sous soins intensifs. Au regard de l'apport indéniable des forces de défense et de sécurité, notamment en cette période électorale, la mission a été maintenue. Les missions d'observation électorales ont maintenant tout pour la couverture du double scrutin de ce dimanche. Au terme d'une rencontre cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé, Elections Cameroun a donné aux observateurs électoraux accrédités toute l'information. C'est vrai, les Gambéli. Il faudra bien compter sur l'observation électorale, un instrument d'audit pour promouvoir la transparence du double scrutin législatif et municipal. Sans être fixé pour le moment sur le nombre d'organes admis à jouer ce rôle, la réunion d'information de ce mercredi a tout de même permis de lever des équivoques sur les accréditations, la neutralité, l'impartialité et l'indépendance des observateurs. Et cela s'est fait en rappelant les consignes relatives aux droits et obligations de l'observateur électoral. Nous sommes assez rassurés sur les conditions de bon déroulement du scrutin. Nous avons également eu des garanties par rapport à notre libre circulation dans notre zone de compétence et par rapport aussi à la sécurité
qui doit nous accompagner partout. Nous aurons appelé à observer. Nous sommes au nombre de 122 et parmi les 122, il y a 70 qui viennent de 14 pays africains. Et c'est la 6e fois que nous venons ici au Cameroun observer. Nous allons déployer nos observateurs dans toutes les 10 régions. Pour mieux appréhender le système électoral ainsi que le contexte sécuritaire des élections municipales et législatives, les administrations territoriales de la communication et des relations extérieures ont eu droit à la parole pour des exposés spécifiques sur la situation sécuritaire, la couverture médiatique et les modalités pratiques du vote. Physiquement, l'ECAM a mis à disposition un guide pratique de l'observateur accrédité, comportant des adresses utiles qui permettront d'obtenir des renseignements complémentaires auprès des démembrements territoriaux. Tout est fin prêt également au niveau des antennes communales d'Elections Cameroun pour le centre. Elles disposent déjà de leur stock de matériel et documents électoraux. Pour vous en donner la pleine mesure, direction la Léquier, où les responsables d'Elections Cameroun disent avoir pris toutes les mesures pour braver l'enclavement des localités, y compris celles qui sont reculées et non électrifiées. Elvis Nguimezong. Scrutateurs annoncent au plus tard ce vendredi, les personnels déployés dans les antennes communales et les CAM regardent avec les yeux de Chimène le matériel électoral disponible. C'est le cas à l'antenne communale et les CAM de Vaudoula, où le responsable Guillaume Bouc fait l'inventaire. Ici, vous avez les urnes qui sont prévues pour le scrutin législatif du 9 février. Nous en avons la quarantaine. Et ici, nous en avons également 45 pour les élections municipales. Et ici, vous avez les kits électoraux que nous avons prévus à cette époque. Et dans chaque carton que vous voyez, il y a à l'intérieur tout le matériel nécessaire. Les isoloirs que nous avons reçus pour le double scrutin. Le chef d'antenne Elecam pour la Léquier, Aman Zanakom, est tout aussi confiant. Ses équipes sont parées à surmonter toutes les difficultés, aidées en cela par les forces de sécurité. Nous bénéficions de l'accompagnement des forces de maintien de l'ordre, qui sécurisent les antennes, qui sécurisent l'agence, qui sécurisent même les bureaux de vote. Des lampes sont aussi disponibles pour un dépouillement serein dans les localités non électrifiées. Et pour avoir le point des préparatifs dans la région dans la région du Nord-Ouest, autant pour moi, nous allons vous proposer d'écouter cet extrait du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique. Du chaos, qui ont échoué et qui veulent faire entendre leur dernier souffle. Mais je dois leur assurer que nous ne leur donnerons pas l'occasion de souffler à l'occasion de ce processus électoral. Toutes nos excuses pour l'interruption brusque de cet élément. Dans notre série consacrée aux bonnes affaires des élections, zoom ce soir sur la location des moyens de transport. Motocycles et véhicules sont souvent sollicités par les partis politiques pour leur propagande. Les opérateurs du secteur se frottent les mains, d'autant qu'un véhicule de luxe peut rapporter parfois près de 200 000 francs CFA la journée. Franck Evina, reportage. Le double scrutin municipal, législatif dans la Damawa, à en croire l'administration, la température affiche un climat favorable. Toutes les dispositions ont été prises pour que le scrutin se déroule dans la tranquillité. Les sous-préfets ont fait le tour de tous les bureaux de vote pour pouvoir identifier des problèmes éventuels. La sécurité, avant, pendant et après le processus électoral sera de mise. Nous avons mis en place un plan spécial de sécurisation. Nous voulons rappeler à chaque personne, à chaque intervenant, quel est son rôle et que nous ne tolérerons aucun écart. Cet accompagnement de la police administrative, au vu des enjeux à venir, est une nécessité républicaine. Nous étions plutôt dans la Damawa pour le point des préparatifs également. Revenons à présent à Yaoundé pour vous faire le point des affaires en cette période de campagne électorale. Et nous vous le disions, la location des véhicules de transport et des motocycles bat son plein avec des chiffres parfois records. Reportage de Franck Evina.
Des caravanes pour donner à voir et entendre. La stratégie de propagande est adoptée par la quasi-totalité des partis politiques. Mais derrière les flonflons de ces parades motorisées se cache un business florissant, la location des moyens de transport. Lorsqu'on veut faire une campagne motorisée, ces mototaximans-là sont tellement organisés. Régulièrement, c'est les responsables qui s'occupent de la mobilisation. Les prix vont de 1500 par moto, 2000 par heure. La réalité est tout autre chez ceux qui font dans la location des véhicules. Notre parc est un peu vide parce qu'ils sont partis tout ça dans les différents lieux de campagne. Pour le moment, ça bouge quand même. Les pick-up, c'est dans les 70 000 la journée. Et puis dans les Prado TX, c'est 100, 120 000 la journée. Et ça dépend aussi de la distance. Je suis allé à Konolinga. Dans notre grille de travail, on va à Konolinga à 40 000, 50 000, ça dépend du client que nous avons sous la main. Mais il est possible de négocier, même si parfois, le contrat généralement verbal n'est pas respecté. À la question de savoir si à force de mettre son véhicule au service d'un parti politique, on peut soi-même en devenir militant, les avis divergent. Puisque vous accompagnez quelqu'un qui va faire sa campagne, vous devrez être aussi membre de ce parti à ce moment-là. Tu fais rien que ton travail, tu n'es pas de la campagne. Une chose est sûre, proche ou pas proche d'un parti politique, c'est la saison des bonnes affaires, il faut en profiter. Repartons dans le nord-ouest après le point fait par le gouverneur de la région. À présent, tout le regard panoramique sur la préparation du scrutin de dimanche dans cette région. C'est dans ce reportage d'Augustin Guizana. La rumeur faite de menaces et d'intoxication que véhiculent les séparatistes à la veille des échéances de la vie de la nation sur la région du Nord-Ouest est dénoncée et condamnée avec véhémence par le numéro 1 de la région. Les forces du chaos qui ont échoué et qui veulent faire entendre leur dernier souffle. Mais je dois leur assurer que nous ne leur donnerons pas l'occasion de souffler à l'occasion de ce processus électoral. L'autorité administrative déclare que cette velléité d'intoxication ne va pas prospérer parce que, dit-elle, l'État a pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires. Ceux qui vont être tentés de mettre en péril le processus électoral auront à faire face aux forces républicaines qui, cette fois-ci plus que jamais, sont soutenues par les populations qui sont organisées en comité de vigilance ici et là. Ce n'est pas la première fois que les séparatistes profèrent des menaces de boycotter des pareils événements de la vie de la nation organisés dans le contexte de la crise sociopolitique dans la région du Nord-Ouest. Let us continue now with the celebration of the National Bilingualism Week. And I guess you have not forgotten the special measure on bilingualism. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme avait donc choisi le mercredi comme jour de pratique obligatoire du français et de l'anglais au Cameroun. Comment cette mesure est-elle appliquée dans les établissements d'enseignement secondaire? Le reportage de Barbara Padiama dans quelques lycées et collèges de la ville de Yaoundé. Qu'est-ce que vous faites en tant que Madame le ministre? You just develop the ability to communicate, to listen. First of all, it's very important to listen. Exercice magistral d'anglais et de français inopiné dans les services du MINSEC. C'est le porte-à-porte du bilinguisme. Nous sommes mercredi, journée officielle pour faire un petit effort pratique. What do you do to encourage bilingualism in your family? Me, I learn in the French subsystem. Two of my junior sisters went to English-speaking subsystem. One is a medical doctor, and one is a teacher. L'épreuve est récompensée. Ces jeunes qui promeuvent l'identité linguistique camerounaise sont des cobayes du bilinguisme et sont en plein dans leur rôle. Dans tous les bureaux, tout le monde parlait couramment français et anglais et c'est ce qui m'a très plus inspiré. La Semaine nationale du bilinguisme les a fait sortir des classes pour aller enseigner le public sur l'un des défis de l'heure. Everywhere you go, people will be looking at you to be able to make the two partners, that is those from the English-speaking section and those from the French-speaking section, to understand each other. Le programme d'éducation bilingue spéciale est appliqué depuis 2008. À Yaoundé, 3 établissements pilotent pour le moment cet instrument qui s'adresse à tous les Camerounais.
Le corps des professionnels des soins de santé s'enrichit de 64 nouveaux personnels. Ils sont issus de l'école des agents techniques médico-sanitaires de Yaoundé. Au terme d'une formation, et sont techniciens médico-sanitaires, agents techniques d'analyse médicale et préposés. Au cours d'une cérémonie de remise des diplômes, ces jeunes ont pris l'engagement d'être professionnels et rigoureux dans l'exercice de leurs fonctions. Daniel Stéphanie Mengue. Des pas de danse enlevés, des ovations pour célébrer le fruit de 3 ans de formation ici à l'école des agents techniques médico-sanitaires de Yaoundé. À ces 64 lauréats, la marraine de promotion n'a pas manqué de recommander professionnalisme et déontologie, des valeurs essentielles pour servir convenablement les futurs patients. Un message bien accueilli par les élus du jour. Je vais donner le meilleur de moi, même pour satisfaire vraiment la population, mon environnement, parce que c'est un service qui a été longtemps souffrant. Ces jeunes techniciens médico-sanitaires viendront combler un déficit de personnel dans le secteur. Ils sont bien conscients des défis qui les attendent. Nous allons travailler dans le respect de la dignité de nos patients. Donc, on n'a pas à faire le wambo comme le disent certains professionnels de la santé. Spécialisé dans la formation des techniciens médico-sanitaires depuis plusieurs années, cet établissement a fait de l'éthique le pilier de ses enseignements. Nous leur recommandons seulement d'être prudents sur le terrain, d'être honnêtes, de cultiver l'humilité. Ces 64 lauréats ont désormais entre leurs mains le savoir-faire. Leur prochaine mission est de le transformer en pouvoir-faire. Et dans notre série consacrée à la 54e édition de la Fête de la Jeunesse, rencontre ce soir avec Moïse Takoudou, un jeune Camerounais qui jouit de son indépendance financière grâce à un programme d'appui du gouvernement qui lui permet de piloter une start-up spécialisée dans la fabrication des drones au service de l'agriculture. Laurence Okalia. La carrière de Moïse Takoudou a pris son envol depuis qu'il a été piloté par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Passionné d'aéronautique, le jeune homme de 26 ans a souhaité s'installer dans les cieux pour répondre à l'appel de la Terre. L'idée est venue de pouvoir concevoir un drone pour l'agriculture. C'est comme ça que nous avons participé aussi au concours organisé par le ministère de la Jeunesse, il y a de cela en 2018. Et nous avons été bénéficiaires de ce concours. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Ce sont eux qui nous ont permis de pouvoir avoir ce stand que vous voyez pour pouvoir faire connaître nos produits. Le drone de Moïse n'était encore qu'un prototype il y a quelques années. Aujourd'hui, grâce au programme d'appui au projet, il a pu trouver le tout petit piston qui fait voler sa machine plus haut. Ce drone-ci, c'était un quadricoptère. Et aujourd'hui, vous avez un hexacoptère. Avec ce drone, vous pouvez envoyer des commandes et il décolle tout seul. Et il part faire des tours, il revient, il capture des images et il revient atterrir. Quand il a la tête dans les nuages, il rêve d'une union entre start-upers. Il croit dur comme fer que se connecter à la même source d'énergie qui n'a rien d'autre que le Youth Connect leur permettra d'atteindre le sommet en matière d'innovation au Cameroun. Nous parvenons déjà à offrir des formations et à pouvoir avoir un gagne-pain, n'est-ce pas, à pouvoir s'auto-employer. Et c'est ce que nous demandons aux jeunes de venir s'associer, l'association de toutes les start-up, afin que nous puissions avoir des produits meilleurs. Le ministère, sans doute, n'est-ce pas, va apporter l'aide qu'il nous faut pour pouvoir y parvenir. Comme Moïse, de nombreux jeunes start-upers ont bénéficié de ce programme d'appui. Des jeunes qui osent, qui participent à la gouvernance locale pour un Cameroun nouveau. Ces jeunes bénéficieront peut-être dans quelques années de l'appui de l'Agence de promotion des investissements qui a signé ce lundi 9 conventions avec des opérateurs économiques exerçant dans les domaines de l'hôtellerie, des produits de nettoyage et la valorisation de certaines matières premières. Sur l'objet de ces conventions, je vous propose d'écouter Marthe Angéline Minja, directeur général de l'API, dans cet extrait sélectionné par Daniel Stéphanie Mengue. Les conventions que nous signons, les chiffres que vous avez suivis, c'est des chiffres qui ressortent d'un plan
d'investissement sur plusieurs années. Ça apporte une création de richesses additionnelles. Ils ont tous parlé de l'emploi des jeunes parce que nous, c'est un critère d'éligibilité. Il faut que vous puissiez utiliser les jeunes. Ce que nous leur demandons aussi, c'est de s'impliquer dans la culture de l'huile de palme. Parce que la plupart du temps, c'est des huiles de palme qui sont importées parce que le Cameroun ne produit pas suffisamment d'huile de palme aujourd'hui. Économie, fin ce soir de notre série sur le premier mois d'activité de la régie du terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. Entrée en fonction le 2 janvier dernier, la RTC a hérité d'équipements et d'infrastructures usées qui plombent quelque peu son activité. Entre vétusté du parc automobile, dégradation de la chaussée portuaire, la RTC doit naviguer en eau trouble. Lucas Modunjeba. Vu de haut, le terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry paye de mine. Revenu sur terre, une réalité. La chaussée portuaire est jonchée de nids de poules et de nids d'éléphants qui côtoient des nappes d'huile et des étendues de poussière. La chaussée dans le Yac, c'est complètement dégradé. La circulation de ces chaussées est difficile, de sorte que le déplacement de nos équipements pour transférer des conteneurs du parc vers les navires, là il aurait dû prendre 10 minutes, il en prend 20. Pour transférer les conteneurs de la bande Boraquet vers les zones de stockage, là il aurait dû prendre 10 minutes, il en prend 30. Pas étonnant que ces Richtekers et autres RTG, déjà atteints par la limite d'âge, se relaient au garage. Nous nous battons à faire en sorte que ces engins, on puisse les mettre à jour, à changer au fur et à mesure avec le matériel que nous avions sur place. Que par jour, on peut faire 25-30 interventions. On a déjà utilisé le matériel pendant longtemps et nous pensons que pour pouvoir remonter cela, il va falloir beaucoup de pièces de rechange. Sur le quai, juste 3 portiques sur rail et 2 grues mobiles utilisées à raison avec précaution pour charger et décharger des centaines de conteneurs par jour. Autre élément de productivité à parfaire, la facturation. Fort heureusement, la réhabilitation est dans le pipe. Nous avons un plan d'augmentation de nos capacités, d'amélioration de notre fiabilité et nous pensons que d'ici très peu, nous serons capables d'assurer à nos clients, n'est-ce pas, un niveau de productivité, de fluidité qui ne fera aucun doute sur la satisfaction de ces clients. Ces plans réalisés, il restera un défi et pas des moindres, celui de la lutte contre certaines logiques purement camerounaises qui sont très souvent contre-productives. La 20e promotion de la Business Excellence Academy est livrée au marché de l'emploi. Les lauréats ont reçu leur parchemin au cours d'une cérémonie présidée par le professeur Thomas Giné. C'est le recteur de cette institution. Recommandation faite aux diplômés, hisser les entreprises camerounaises à l'échelle mondiale. La joie des familles et des lauréats dans ce reportage de Ruth Alice Ntientier. Venus des entreprises camerounaises, ivoiriennes, sénégalaises pour la plupart, ils étaient 29 au début de la course sur 2 couloirs, à savoir Banking et Insurance. Seuls 22 lauréats ont pu franchir la ligne d'arrivée avec 14 lauréats en filière Banking et 8 en filière Insurance, soit un total de réussite de 75% pour cette 20e promotion. Pour les lauréats, le satisfecit n'est plus à démontrer. C'est un sentiment d'accomplissement, déjà parce que l'objectif visé il a été atteint. Quand je suis cette formation, nous démontrerons que nous avons vraiment appris et maîtrisé ce que nous avons appris ici sur le champ pratique. La qualité des enseignements saluée par les apprenants. De tout mon parcours académique jusqu'ici, c'est la meilleure université que j'ai faite. C'est la meilleure. Vraiment, c'est au top des tops, c'est vraiment l'excellence. Ceci est le résultat de toute une vision stratégiquement implémentée et mise en branle pour assurer une formation optimale des cadres d'entreprise dans une Afrique prompte à affronter des défis professionnels de haut niveau. Nous les envoyons en entreprise et puis nous suivons leur travail de manière à ce que nous puissions nos programmes de formation suivant les besoins qui se font sentir encore
sur le terrain. Plusieurs partenaires au développement bancaire accompagnent ce challenge académique depuis 13 ans déjà. Afriland First Bank, la SARESA, Citrasec pour ne citer que ceux-là. Occasion pour PIC et FECAM Institute of Excellence de témoigner leur gratitude. Les partenaires, nous les remercions pour le travail qu'ils nous permettent d'accomplir, pour nous accompagner précisément dans notre vision et dans notre mission. Après l'onction donnée par l'abbé Léon-Henri Essombandi, le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Emana, dans son homélie a encouragé les lauréats à aller comme des disciples enseigner la bonne expérience après s'être abreuvés à une source scientifique de connaissances. La série sur le gâteau a été la remise de prix aux 3 premiers de cette 20e promotion, des chèques allant de 300 000 à 700 000 francs CFA dans une ambiance digne d'un véritable incubateur africain pour les leaders de classe mondiale. C'est l'essentiel à retenir ce soir pour l'actualité de la campagne électorale. Rendez-vous tout de suite avec Martine Noël Dengue et Emmanuela Vemnoy qui vous présentent le journal des élections. Merci de votre fidélité au 20h30. Bonsoir.